Je vais mettre à côté les officiers de sécurité. Merci. Bien, bonjour à tous. Madame la ministre, en tant que président de l'association pour la journée du bon usage du médicament, je voudrais vous remercier d'honorer de votre présence cette tribune. Je voudrais aussi remercier la Maison des pharmaciens qui nous reçoit aujourd'hui et remercier toutes les personnes présentes. Jamais le mot aréopage n'a été aussi juste et aussi bien trouvé pour décrire l'ensemble des personnes qui sont ici pour vous accueillir et vous écouter. Vous avez devant vous, Madame la Ministre, un collectif d'acteurs du médicament. Médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, acteurs du secteur des services à la personne, instituts de prévoyance, gestionnaires d'EHPAD, éditeurs de logiciels, qui sont réunis depuis maintenant 3 ans pour une même cause, promouvoir le bon usage des médicaments. Je vais laisser le soin à Éric Bazeillac, notre porte-parole, le porte-parole de notre collectif, de nous rappeler quelles ont été les actions que nous avons menées au cours de ces 3 années et quelles leçons nous en tirerons pour l'avenir. Puis je vous propose d'intervenir et comme vous avez bien voulu l'accepter, nous aurons ensuite un court temps d'échange avec les acteurs du collectif qui sont là au premier rang et que je remercie encore. Éric. Bien, Madame la Ministre, c'est donc en tant que porte-parole du collectif pour le bon usage du médicament que j'interviens évidemment devant vous. Les médicaments sont une chance formidable pour les patients. Tous ceux qui sont ici en sont véritablement convaincus. Mais lorsqu'ils sont mal utilisés, peut-être pas à la bonne dose, pas bien pris, pas le bon patient, trop entre eux, trop d'interactions, cette chance peut se retourner contre les patients. 10 000 morts par an, 130 000 hospitalisations. C'est le lourd fléau du mauvais usage du médicament. Le médicament ne tue pas, le médicament n'hospitalise pas. C'est le mauvais usage du médicament qui hospitalise. Et il y a dans cette phrase toute la désespérance et l'optimisme en même temps que signifie le fait qu'on doit pouvoir faire autrement. Et là, les études nous apprennent que dans 50 à 70% des cas, ces accidents seraient évitables. Donc, Madame la Ministre, ce qui est un fléau de santé publique, quand on nous dit que dans 50 à 70% des cas, c'est évitable, eh bien, ça devient une cause. Et c'est de cette cause-là dont tous les acteurs du médicament ici présents ont voulu s'emparer il y a maintenant 3 ans, en déployant un très grand programme d'action. Alors, on a travaillé silencieusement, discrètement. Je pense que vous ne nous avez pas entendu pendant 3 ans. On a travaillé peut-être presque besogneusement à mettre en place un programme d'action. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais on se souvient tous de la campagne déployée en 2015 à l'adresse du grand public. Il y en avait dans tous les magazines qui disaient « Les médicaments vous veulent tous du bien, mais ils ont parfois du mal à vivre ensemble ». On se souvient aussi qu'on a créé un site internet qui fait aujourd'hui référence, réflexeiatrogénie.com, à destination des professionnels de santé. On se souviendra aussi que nous avons passé des accords avec les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription pour qu'ils intègrent dans les logiciels essentiellement des médecins généralistes une fonctionnalité capable de détecter les interactions médicamenteuses, pas seulement celles de leur ordinateur, mais celles de toutes les autres sources de prescription, ce qui était essentiel. On se souviendra aussi que nous avons mis en place, et nous y tenons beaucoup, parce qu'on l'a inventé ça, souvenez-vous, les réunions de collaboration de proximité. On a rapidement compris que sur ce sujet, il y avait un binôme qui était clé, c'est le pharmacien d'officine et le médecin généraliste de terrain. Et on a conçu un modèle, un module de formation qui les accompagne et qui les invite, en partenariat avec les URPS et avec l'UTIP, à se réunir régulièrement dans leur canton pour réviser leurs pratiques. Et de ce programme, d'ailleurs, s'est inspiré Corian pour le développer dans ses EHPAD. Et il y a en ce moment même une magnifique étude qui est en train de se dérouler sur la base de ce projet, sur le thème du démasquage des anticholinergiques chez les personnes âgées, qui est un vrai sujet. Alors, toutes ces actions, nous les avons évaluées. Je ne vais pas vous réciter la litanie des indicateurs que nous avons pu mettre en place.
Peut-être 2 ou 3. Pendant les 3 ans, savez-vous que le nombre de médicaments différents prescrits chez les sujets âgés de plus de 65 ans a diminué de plus d'1 boîte. C'est un résultat. Parmi les 13 interactions médicamenteuses ou associations médicamenteuses dangereuses que nous avons monitorées pendant 3 ans, 12 ont bougé ou se sont stabilisées quand elles s'envolaient par ailleurs avant. C'est un autre résultat. Et puis un 3e résultat, pas plus inattendu mais intéressant à regarder. Nous avons généré des économies pour la sécurité sociale. 185 millions d'euros d'économies entre le dernier semestre que nous avons mesuré et le semestre équivalent de l'année précédente. Donc, Madame la Ministre, en un mot, l'expérience que nous venons rendre compte devant vous aujourd'hui, c'est une preuve de concept. C'est la preuve de concept que quand tous les acteurs du médicament, qui ont parfois plein de bonnes raisons de ne pas être d'accord, décident de travailler ensemble derrière une cause de santé publique, de se mobiliser, eh bien ça marche. On fait bouger les lignes et en plus, on génère des économies. Alors, fort de cette expérience, on a décidé d'émettre des préconisations. Vous savez, enthousiaste, on s'est dit on va y aller. On les a quand même fait valider par les différents experts. Vous les avez lues, on vous les a fait parvenir. Ce sont 10 préconisations qui, d'après nous, pourraient changer les lignes. Je ne vais pas toutes les citer, mais permettez-moi de citer, alors elles embrassent le champ de la formation, de la collaboration entre médecins et pharmaciens, c'est essentiel. Permettez-moi de citer pour conclure la première et la dernière. La première, c'est vous demander, Madame la Ministre, de créer un observatoire du bon usage du médicament. Nous, il nous semble que si l'on veut que les choses bougent, il faut d'abord commencer par mesurer. Et on a tous été frappés de la faiblesse des données dont nous disposons en France sur ce sujet. Et si nous créions un observatoire, nous aurions un indicateur qui nous permettrait de nous engager vers la réduction de X% de la mortalité, des hospitalisations d'ici la fin du mandat. En tout cas, nous, on est prêts à nous engager. Et puis la dernière mesure, elle est très emblématique, c'est celle de faire de ce 22 mars, qui est décidément une belle journée, la journée du mode usage du médicament en France. Ce serait une très belle opportunité pour mobiliser l'opinion publique et pour organiser, comptez sur nous, un congrès qui cristalliserait l'ensemble de la réflexion d'innovation, notamment sur ce sujet. Madame la Ministre, je sais que cette cause-là vous est chère. Vous nous l'avez dit, vous êtes médecin, avant tout, si j'ose dire, comme nous le sommes aussi, un certain nombre ici. Votre présence parmi nous nous honore, elle nous oblige. Merci. Bien. J'avais prévu de faire un discours et je trouvais que c'était un peu désincarné devant un aéropage, comme vous dites, de personnes extrêmement investies qui connaissaient parfaitement les mesures en place. Et donc j'ai choisi de vous parler très spontanément, très librement de l'importance que je prête à ce sujet. Je le prête évidemment parce que c'est un sujet de santé publique majeur. Vous l'avez dit, alors l'article publié ce matin parlait de 10 000 morts, l'assurance maladie parle de 7 000 décès par an. En fait, vous avez raison, on ne sait pas très bien aujourd'hui le chiffrer. Ce sont de multiples hospitalisations inutiles, beaucoup de vies gâchées, et un sujet qui est insuffisamment connu de nos concitoyens, alors qu'il est très bien connu des professionnels que vous êtes. Nous avons donc un devoir de nous améliorer collectivement. C'est aussi un sujet qui m'est cher par ma pratique. Vous l'avez dit, il se trouve que dans mon exercice professionnel, je faisais de la greffe de moelle. Et la greffe de moelle, c'est probablement la spécialité médicale où on utilise le plus de médicaments. Chacun de mes malades partait avec des ordonnances de 20-25 médicaments entre les antibiotiques, les antifongiques, les antiviraux, les immunosuppresseurs, le calcium, les corticoïdes, et j'en passe. Et je sais ce que veut dire iatrogénie. Je sais ce que veut dire aussi les ruptures de prise en charge lorsqu'un patient sort d'une prise en charge hospitalière pour aller vers une prise en charge libérale, quand des médicaments sont à la fois dispensés en ville, d'autres ont une dispensation hospitalière. Tous les risques que cela fait encourir à un moment où quelqu'un intervient dans la chaîne de décision sans avoir pris en compte l'apport de tel ou tel autre spécialiste. Et j'ai assisté effectivement à un certain nombre de drames.
En tant que présidente de la Haute Autorité de Santé, j'ai vu à quel point ce sujet était complexe, en fait. Parce qu'il n'y a aucune solution miracle pour le bon usage du médicament. Vous l'avez dit, c'est un panel de solutions et une prise en considération, une prise en compte de chacun des acteurs de cette chaîne. Médecins, pharmaciens, bien sûr, mais directeurs d'établissements, mais éditeurs de logiciels, mais patients, les patients eux-mêmes que nous devons éduquer face à cela. C'est l'ensemble de cette chaîne qui doit être sensibilisée et qui doit avoir des actions spécifiques à mener, et notamment au moment de transfert de responsabilité, au moment des ruptures, où à chaque fois, il faut se reposer la question de la prescription, de son opportunité, de la façon dont elle est surveillée. Il y a évidemment aussi un enjeu de surveillance plus générale du bon usage du médicament, au-delà de l'échelon individuel, qui est évidemment le sujet de la pharmacovigilance et du bon usage culturel ou pas. Et pourquoi je dis culturel? Parce que la France est probablement l'un des pays champions pour l'usage des benzodiazépines. C'est un triste record avec toutes les complications que nous connaissons. Un autre triste record est l'usage des antibiotiques, avec les problèmes d'antibiorésistance que nous connaissons. Nous utilisons 4 à 5 fois plus d'antibiotiques en volume que nos voisins européens. Donc c'est culturel. Et donc il y a à la fois l'enjeu de la surveillance individuelle, mais aussi un enjeu de régulation collective. Et ça va passer par évidemment de très nombreuses mesures qui vont de la formation initiale à la formation continue. Je vous regardais, madame. Qui passe par les éditeurs de logiciels dans les LAP, les LAD, avec des recommandations de bonnes pratiques. Et à la HAS, Dieu sait que je me rendais compte à quel point les recommandations de bonnes pratiques avaient des difficultés à être appliquées sur le terrain. Et pas seulement parce qu'elles étaient méconnues, mais parfois parce qu'elles étaient complexes, voire parfois parce qu'elles ne correspondaient pas aux besoins des patients polypathologiques, parce qu'elles travaillaient en silo, pathologie par pathologie, et que face à 3 pathologies, de fait, la question des interactions n'était pas traitée. Elle va passer évidemment par le dossier pharmaceutique, mais au-delà de ça, la capacité que nous aurons à maîtriser les dossiers informatiques et les échanges de données entre professionnels. Sur les éditeurs de logiciels, je pensais également aux SAM, qui doivent être prévus par la Haute Autorité de Santé maintenant et qui doivent permettre d'alerter des médecins sur telle ou telle pratique. Le dossier pharmaceutique, le DMP, nous le disions, la conciliation médicamenteuse, le conseil pharmaceutique, tout ça sont des étapes nécessaires mais insuffisantes à elles seules pour régler le problème. Donc, je ne sais pas comment vous remercier d'avoir inventé ce collectif que j'ai découvert, et il était évident pour moi qu'il était nécessaire que je vous accompagne, que je porte votre initiative et que j'écoute vos recommandations, vos préconisations. Voilà, je ne vais pas répondre aujourd'hui, Monsieur Brasiac, si vous m'autorisez à réfléchir à comment vous accompagner, mais vous dire que c'est un sujet certes de santé publique, mais aussi de santé individuelle, d'histoire de vie. D'histoire de vie, pas seulement de patients brisés, mais parfois de médecins brisés. Parce que quand on a fait une erreur de prescription, c'est aussi une responsabilité et une culpabilité très difficile à porter. Et donc, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter le bon usage du médicament, et vous pourrez compter sur mon entière mobilisation. Alors vous avez accepté, Madame la Ministre, et nous vous en remercions, de vous livrer à un échange avec les acteurs qui sont là devant vous du collectif. Je vais passer la parole à Philippe Gartner, qui est président de la Fédération des pharmacies de France. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, pour nous pharmaciens, la prise en charge coordonnée du bon usage du médicament est un enjeu essentiel. Merci à vous tous, et en particulier à vous, Madame la Ministre, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Je ne peux me soustraire tout d'abord à l'actualité journalistique et à l'exploitation médiatique d'une enquête récente sur le conseil pharmaceutique. Elle s'appuie sur des bases scientifiques fausses, puisque présupposant un risque pour une dose de paracétamol supérieure à 3 grammes, contrairement à ce que prévoit le RCP du paracétamol et les doses maximales autorisées. Alors que les auteurs de cette enquête reconnaissent qu'un conseil efficace est donné par plus de 86% de nos confrères.
Il conclut à la nécessité de supprimer le monopole pharmaceutique. Nous comptons sur vous, bien entendu, Madame la Ministre, pour rappeler l'intérêt de réserver la dispensation des médicaments aux pharmacies dans l'intérêt de la sécurité des patients. Alors cette journée donc, qui arrive concomitamment avec ce sujet journalistique non prévu montre toute l'importance du lien entre médecins et pharmaciens dans la transmission de l'information pour prendre les bonnes décisions. Elle conforte aussi les dispositifs conventionnels d'accompagnement proposés aux patients, traités par anticoagulants pour les patients souffrant d'asthme, ou dans le cadre du bilan partagé de médication dont la publication au journal officiel de vendredi dernier a décidé du lancement. Au travers de ces actions, le pharmacien conforte la prescription médicale en cherchant à obtenir l'adhésion du patient au traitement prescrit, en explicitant les objectifs poursuivis par le prescripteur, en indiquant les précautions d'emploi et en insistant sur le suivi indispensable lié à certaines molécules. Tous ces éléments viennent corroborer les axes que vous avez définis dans la stratégie que vous poursuivez autour de la qualité et de la pertinence des soins. On pourrait citer par exemple le bon médicament au bon moment, ainsi que la nécessité de pouvoir, entre professionnels de santé, s'appuyer sur les outils numériques. Vous avez cité le DMP. Effectivement, les échanges d'informations entre professionnels sont essentiels à cette coordination. Et le tout grâce à une organisation territoriale des acteurs concernés. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels de santé intervenant, au-delà des seuls médecins et pharmaciens, bien entendu, auprès d'un patient doivent avoir une vision de travail en équipe, ce qui a été réalisé dans la préparation de cette journée. Donc on voit que les pistes aujourd'hui poursuivies, que vous avez vous-même pour un certain nombre déjà énoncées, sont des éléments essentiels et qui passent par ce travail d'équipe. Merci Philippe. Je vais vous proposer de prendre les interventions en bloc et Madame la Ministre répondra ensuite de manière générique. Jean-Paul Ortiz, qui est président de la CSMF. Oui, merci Madame la Ministre. Le bon usage du médicament, vous l'avez rappelé, c'est un bon usage qui implique tous les acteurs, le prescripteur, le pharmacien qui va dispenser le médicament, la bonne prise, et je pense aux autres professionnels de santé, en particulier pour les personnes âgées, et le patient. Je connais votre engagement en termes de santé publique, je l'ai souligné, et j'ai vu combien vous pouvez être déterminé sur des thématiques comme la vaccination, et je vous en remercie encore une fois. Il y a eu des campagnes grand public extrêmement positives sur le bon usage des antibiotiques dont nous parlions à l'instant. Est-ce que ce ne serait pas le moment de sensibiliser le grand public, les patients en général, à un bon usage du médicament, et y compris au danger de leur pharmacie à la maison, de ce qu'ils peuvent avoir en auto-dispensation, en tout cas en vente libre, sans dispensation et sans contrôle des autres professionnels de santé, et à l'association et au cocktail que ça peut représenter pour le grand public. Je crois qu'en matière de santé publique, on a beaucoup à faire vis-à-vis des patients. Merci Jean-Paul Ortiz. On va passer la parole à Gilles Bonnefond, président de l'USPO. Oui, merci Madame la Ministre. Vous savez que c'est un sujet qui est pour nous le centre de notre activité, le médicament. Et quand il y a mauvais usage, bien évidemment, les pharmaciens sont, comme vous le disiez, dans une situation qui est extrêmement inconfortable, comme vous l'avez décrit pour le médecin. Dans la convention pharmaceutique, on voit bien qu'on est sur une stratégie avec la convention sur le bon usage, sur la juste dispensation, sur des bilans de médication pour des personnes exposées à un risque iatrogène, notamment les personnes âgées. Et on m'avait confié automédication et bon usage. Donc on voit bien que là, on est sur un parcours un peu particulier. Alors bien sûr, Jean-Paul, c'est jamais de la vente libre. Quand on rentre dans une pharmacie, c'est pas vente libre. On rentre dans une pharmacie, dans un espace de santé, avec un conseil pharmaceutique. Ce n'est pas parce que les médicaments sont visibles qu'ils sont en vente libre, heureusement. Donc, on voit bien que sur les sujets d'actualité rémanents, on est sur un débat. Est-ce qu'on est sur un parcours de soins ou un parcours de consommation ? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de prendre ce dossier avec vous, Madame la Ministre, parce que je sais que vous y êtes très attachée, de transformer cette automédication en parcours de soins sécurisé,
partager l'information avec les médecins, parce que je rejoins ce qu'a dit Jean-Paul, il est important que quand il y a usage de ce parcours sans prescription, que les médecins, l'hôpital puissent partager cette information pour voir eux aussi, quand ils reprennent le patient, qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire. Et l'histoire de médicaments conseillés fait partie de l'histoire du patient. Et donc, je pense qu'il est temps de prendre ce dossier à bras le corps, parce que c'est un parcours qui va augmenter au vu du temps médical qui est devenu de plus en plus rare. Donc il faut l'organiser, le sécuriser et en faire une véritable stratégie d'organisation du système de soins. Merci Gilles. Nous allons passer la parole à Catherine Jossement-Moren, qui est secrétaire générale du Conseil de l'Ordre des infirmiers. Très important, les infirmiers, dans notre programme. Oui, donc bonjour Madame la Ministre, bonjour messieurs. Je voulais aussi préciser qu'à titre professionnel, je suis infirmière à domicile et donc très impliquée dans cette collaboration avec les médecins et les pharmaciens sur le bon usage des médicaments, puisque c'est un peu notre quotidien. Donc ma question, c'est dans le cas de la sensibilisation des professionnels de santé au bon usage des médicaments, est-ce que cette priorité sera donnée aux jeunes effectuant le service sanitaire? Et plus généralement, est-ce que cette priorité sera intégrée aux formations initiales de ces professionnels? Et bien sûr, sous quelle forme? Merci beaucoup. Et puis, parce que les médicaments, il faut les fabriquer aussi, les mettre au point, on va passer la parole à Patrick Erard, président du LEM. Madame la Ministre, prémisse des temps nouveaux, nous allons demain passer plus de temps à nous rassembler, nous, acteurs de santé, qu'à nous diviser. C'est déjà la première nouvelle. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez lancé il n'y a pas très longtemps, et je m'en réjouis, une mission sous l'égide de Gérald Kierzek sur l'information patient. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est la cause, ou il était un des éléments de cause possible du mésusage des médicaments, ou en tout cas de la non prise en considération par le patient lui-même des dangers qu'il peut encourir à utiliser un médicament, soit en dehors de son indication, soit avec des précautions qu'il n'a pas pris en compte, soit tout simplement en n'étant juste pas informé de ce qui peut lui arriver éventuellement. Voilà donc une cause dans la cause, puisque, reprendre le terme d'Éric Bazeillac, nous avons trouvé là un sujet de cause commune, mais il y a au sein de cette cause une autre cause, qui est celle de l'information au patient. Ce sujet sera particulièrement complexe parce qu'il oblige à se poser des questions éthiques, et à se poser des questions de communication, d'utiliser les nouveaux vecteurs. Alors je sais que vous réfléchissez à ça, donc je ne vais pas vous demander si vous avez déjà les conclusions, je ne crois pas, ce n'est pas fini. Mais quel est votre planning, par contre? Ça, peut-être, vous pouvez m'aider. Et quel est surtout le véhicule que vous comptez utiliser pour transformer les règles? Merci Patrick. Madame la Ministre, vous voulez répondre? Alors, que des questions absolument passionnantes. Donc, je vais commencer par Monsieur le Président. Vous avez parlé de la suppression du monopole pharmaceutique qui est dans les tuyaux, ou qui a été dans les tuyaux pendant quelque temps. Ça n'est pas ma politique. Clairement, aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de professionnels de santé rassemblés autour du parcours du patient. Et je poursuis la politique qui a déjà été engagée de remettre dans le rôle du pharmacien vraiment un rôle majeur d'acteur du système de santé avec tous les enjeux de rémunération qui y sont associés. Donc je continuerai évidemment à positionner le pharmacien pleinement comme un acteur de santé individuelle et de santé publique, d'ailleurs dans le champ de la prévention, vous le savez, et vous avez déjà commencé à vous engager. Donc ça va rejoindre quelque part la question de Jean-Paul Ortiz, parce que vous avez posé la question de l'information au grand public et de campagne d'information. S'il est vrai que la campagne les antibiotiques, c'est pas automatique, a permis de réduire un peu la prescription d'antibiotiques, 1 an plus tard, la prescription d'antibiotiques était remontée à son seuil initial. Donc on voit bien les limites de ces campagnes de communication. Elles sont très très chères pour être efficaces. Ce sont des millions et des millions d'euros. Et pour avoir fait beaucoup de campagnes de communication quand j'étais à l'INCA sur les dépistages des cancers, etc., je suis de plus en plus convaincue que seule la parole d'un professionnel de santé a vraiment un impact au niveau individuel.
et que le poids d'un professionnel de santé qui s'engage dans un discours ou dans de l'information aux patients est 100 fois plus entendu que n'importe quelle campagne de communication grand public. Et donc, je pousse aujourd'hui tous les professionnels de santé à s'engager dans des discours préventifs, que ce soit de la prévention en santé, de l'éducation thérapeutique, et chacun doit jouer son rôle. Vous le disiez, madame, vous êtes infirmière à domicile. Vous êtes la première à voir les pilules qui s'entassent sur les tables de nuit de personnes âgées, ils ne savent plus les repérer. Donc, je suis très favorable à ce que chacun se sente en responsabilité à tous les échelons et puisse être un vecteur d'information aux patients plus qu'une campagne. En fait, personnellement, j'y crois plus. Et en plus, je pense que les campagnes grand public, elles ratent souvent leur cible. Elles sont entendues par ceux qui, de toute façon, sont déjà convaincus et elles ratent, c'est ce qu'on appelle le marketing social, elles ratent en fait leur cible. Je pense par exemple... non, j'y reviendrai après. Donc, pour vous répondre, je crois que ma politique est claire. C'est de réaffirmer le rôle de chaque professionnel, et pas seulement des pharmaciens, mais des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Parce que quand on est spécialiste, et je pense à vous parce que vous avez les deux types de professionnels dans votre syndicat, Monsieur le Président, et trop souvent quand on est spécialiste, et je le dis d'autant plus que j'étais hyper spécialisée, on ne regarde que les médicaments qu'on prescrit soi sans s'interroger au panel de médicaments existants. Donc c'est de l'éducation et de la formation initiale, c'est de la formation continue et nous allons évidemment mettre un effort considérable sur ces questions très transversales dans la formation initiale des médecins notamment, mais de tous les professionnels de santé, et notamment parce que nous sommes en train, dans le chantier que nous avons lancé, de proposer une réforme des études de médecine, du cycle 1, du cycle 2, notamment pour renforcer en cycle 1 les compétences transversales et voire même proposer des enseignements pluriprofessionnels, de façon à améliorer les coordinations entre acteurs. Et je pense que les jeunes le souhaitent, ils sont prêts, et que ça permettra d'éviter un certain nombre de ruptures. Monsieur Bonnefond, vous parlez de l'automédication. Est-ce que j'ose dire que je ne sais pas quoi vous répondre, en fait, parce que je crois que je n'ai pas encore de doctrine affirmée sur le sujet. À la fois... Je pense que les pharmaciens peuvent parfaitement jouer un rôle de conseil au moment de la vente d'un certain nombre de produits que vous appelez en vente libre, mais bon, sans prescription. Et c'est vrai pour 90% des pharmacies. Je me suis inquiétée, vous le savez, des 10% de pharmacies qui, parce qu'elles sont positionnées dans une gare ou un aéroport, ou que le flux de passage est tellement important qu'ils n'ont plus le temps de rendre ce conseil. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une décision un peu violente au mois de juin de lister les médicaments à base de codéine, parce que là, on ne parlait même plus de mes usages. C'était au-delà, évidemment. C'était de la drogue. Et donc... vous remarquerez que plus aucun enfant n'est mort de surdosage en codéine depuis cette décision. C'était il y a 9 mois, je ne la regrette pas. Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre parce qu'aujourd'hui, je crois que je n'ai pas suffisamment instruit cette question. Beaucoup viennent me voir en me disant il faut tout libérer. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus inquiets. Et donc... Je suis prête à vous rencontrer de nouveau pour discuter de ces sujets. Il est clair que j'ai quand même une inquiétude en tant que médecin. Je pense qu'il y a des médicaments qui aujourd'hui sont vendus sans prescription et qu'ils sont, et là je m'adresse au LEM quelque part, qui sont à des doses qui sont des doses potentiellement toxiques. Je pense notamment à certains anti-inflammatoires non stéroïdiens qui au départ étaient vendus à des doses de 100 mg, 200 mg, qui sont maintenant à 800. On atteint des doses potentiellement extrêmement toxiques et je n'ai pas compris cette dérive en fait. Je n'ai pas compris comment on en est arrivé à cette situation.
Peut-être sur l'information des patients et les questions d'éthique. C'est vrai que moi, je prône une information des patients maximale. Donc j'attends évidemment le rapport de M. Kierzek et de Magali Léo sur ce sujet. C'est une mission que j'ai lancée après l'affaire du lévothyrox. Mais on voit bien les angoisses que peuvent engendrer une information pleine, entière et complète des patients sans accompagnement. Et c'est là encore, je pense que les professionnels ont un rôle à jouer. On a vu ce débat autour du logo femme enceinte, parce que c'est assez compliqué. À la fois, il faut informer qu'un médicament est potentiellement tératogène, à la fois, il ne faut pas que toutes les femmes enceintes arrêtent leur traitement. Donc, il n'y a pas de solution miracle, là encore. On peut pas, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est pour ça que je suis profondément convaincue qu'il faut renforcer la place des professionnels de santé dans le temps d'information. Mais pour cela, il faut qu'eux-mêmes aient bien pris en compte cette mission qui leur incombe. Et je pense que maintenant, tous les outils informatiques que nous avons et que nous allons mettre en œuvre vont aider les professionnels à être alertés sur certains médicaments et à pouvoir délivrer l'information qui convient. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Madame, vous m'avez posé la question des jeunes. Alors, le service sanitaire. Le service sanitaire, c'est à la fois un outil extraordinaire de promotion de la santé dans tous les milieux, mais c'est aussi, pour moi, une façon d'être certaine que les jeunes professionnels de santé, puisque ça concernera tous les professionnels de santé, 50 000 jeunes par an, puissent s'approprier l'importance de la santé publique et de la prévention dans leur pratique quotidienne. Donc ça a un double objectif. Aujourd'hui, les 4 thèmes qui ont été retenus pour le service sanitaire sont les addictions, la santé sexuelle, l'alimentation et l'activité physique. Mais parce qu'on a surtout pensé service sanitaire en école, collège, lycée. Mais nous avons dit que nous ouvrions à d'autres thèmes, notamment si ce service sanitaire allait en EHPAD. Je crois que là, typiquement en EHPAD, on va parler d'alimentation, d'activité physique, mais aussi de polymédication. Et ce sera l'occasion d'avoir des programmes dédiés. Ces programmes sont en cours de construction dans les CHU pour aider les jeunes à les outiller. Et donc, on n'est pas du tout fermé à avoir des thématiques autour du bon usage du médicament. Et je crois que ça peut se faire aussi très tôt dans les lycées. Donc, vous avez raison de promouvoir ce thème. Tout à fait. Je le retiens. Bien, merci Madame la Ministre. Je crois que votre temps est très précieux, évidemment, et nous avons promis de vous laisser partir après ces questions. Merci. Merci encore. Je crois qu'on Merci beaucoup.